À moins d'être un passionné d'économie, pas sûr que vous connaissiez mon invité et son groupe. Et pourtant, avec un chiffre d'affaires de près de 22 milliards de dollars, plus de 200 000 collaborateurs dans 120 pays. Sachez aussi que 96 des 100 premiers et 75% des 500 premiers groupes mondiaux sont ses clients. Accenture est donc le leader mondial du conseil en management, en stratégie et en technologie. Bref, comme dans certains films, la puissance, elle n'est pas toujours visible du grand public. Une puissance que mon invité veut aussi mettre au service d'un projet qui lui tient à cœur, l'empreinte sociale des entreprises. Christian Nibourel, le PDG pour la France et le Benelux du groupe Accenture, est l'invité de Leader. Christian Nibourel, c'est un autre Français, Pierre Nanterme, qui est devenu alors le big boss mondial, lui, des 204 000 collaborateurs et des 22 milliards de chiffre d'affaires. Comment fait un Français pour convaincre les anglo-saxons, parce que vous êtes un métier terriblement anglo-saxon, je dirais, d'origine, etc. Comment on fait pour convaincre les anglo-saxons qu'un Français peut piloter un groupe pareil ? Oh, je crois que c'est d'abord la qualité d'un homme, c'est un parcours de 27 ans à l'intérieur du groupe, c'est une connaissance parfaite du groupe, c'est aussi l'appartenance à un groupe global. Donc Pierre travaillait au niveau d'abord français, puis européen, puis au niveau mondial depuis maintenant plus de 10 ans avec des responsabilités importantes et tout naturellement, il en est devenu effectivement le responsable mondial. Alors je l'ai dit, vous conseillez tous les plus grands groupes dans le monde, donc toutes les grandes marques connues de LVMH à Coca-Cola en passant par Apple, que sais-je encore, ou je sais pas, Toyota & Co. Est-ce que vous êtes un peu, et alors vous vous occupez en plus de leur stratégie, de leur système d'information, c'est-à-dire vraiment au cœur, est-ce que vous êtes le Deus Ex Machina des World Company, Pierre, Christian Nibourel? Non, effectivement, on a une stratégie et on a un positionnement où on travaille à la fois sur la stratégie, on travaille sur les systèmes d'information, on peut travailler aussi sur l'outsourcing ou l'externalisation. Une des caractéristiques d'Accenture, c'est d'être capable de faire de la stratégie, mais aussi de l'implémenter et donc d'obtenir les résultats qu'on pense avoir dans la stratégie. C'est ça la force d'Accenture. Et en général, quand vous les conseillez, quand même, vous avez un poids terriblement important sur eux, puisque leur stratégie, c'est quand même ce qui va déterminer, qui va faire qu'ils vont s'installer là et pas là, qu'ils vont enfin ça on va en parler avec Sabine Delangle tout à l'heure, mais qui vont prendre plutôt telle position que telle autre. C'est oui, c'est une stratégie. Non, c'est une stratégie de positionnement, c'est une stratégie produit, et puis après c'est surtout aussi la déclinaison de cette stratégie, c'est-à-dire comment on va faire, comment les systèmes d'information vont supporter cette stratégie, à quel coût et pour quelle prise de part de marché. Oui, c'est important. Oui. Monsieur Nibourel, comment vont se comporter les entreprises selon vous dans les mois qui viennent? Est-ce que vous avez dit lors d'une conférence de presse que déjà les entreprises essayaient de fonctionner à plus court terme, avec des contrats peut-être moins long terme qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elles n'ont toujours pas de visibilité? Je parle de ces grands groupes. Hein. Non, je crois que les grands groupes aujourd'hui, on a vu les résultats d'un certain nombre de ces grands groupes, donc il y a une amélioration forcément. L'avantage de ces grands groupes, en tout cas ceux pour lesquels on travaille, c'est qu'ils travaillent dans plusieurs pays, ils travaillent dans le monde entier. Donc, ils sont comme vous dans plus de 100 pays. Absolument, il y a des effets de rattrapage entre un pays qui marche mieux, un pays émergent dans lequel on peut faire un peu plus d'activité. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que la visibilité court terme, elle va dépendre de la croissance de certains pays. On ne peut pas parler la même chose si on travaille en Chine, en Inde, au Brésil aujourd'hui, ou si on travaille en France, avec des PIB de plus 1% comparé à des croissances de PIB de l'ordre de 10% dans d'autres pays. Donc, bien entendu, il va falloir adapter ces stratégies. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de problème sur le court terme en termes de visibilité. C'est vrai que sur des tendances un peu plus longues, on peut se poser des questions. Vous travaillez à quoi en ce moment? Un an et demi Oui, je pense qu'un an, c'est déjà bien pour avoir une vie. Mais je crois qu'aujourd'hui, la problématique des entreprises, c'est d'avoir plus de long terme dans la façon dont elles pilotent leur activité. En tout cas, c'est ce que nous enseigne, je pense, la crise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de fracture qui s'installe avec des grands groupes qui sont mondiaux et donc tout va bien? On l'avait encore vu d'ailleurs
la prise de participation d'LVMH dans Hermès n'est pas non plus innocente. Hein. C'est bien parce qu'ils se sentent plus forts, plus rassurés sur leur avenir qu'ils peuvent maintenant commencer à pousser des pions. Et de l'autre côté, des PME qui sont locales, et notamment en Europe, et un peu encalminées dans une croissance, vous l'avez dit, qui est au ras des pâquerettes. Certains, quand on est Est-ce qu'il n'y a pas une fracture économique comme il y a une fracture sociale? Non, je ne sais pas si on peut parler de fracture. Je pense qu'il y a des stratégies différentes, il y a des positionnements différents, et il y a certainement à adapter des tactiques en fonction de la croissance dans laquelle on se trouve à un instant T. Alors, elle peut être soit globale, soit locale, et il est clair, ce que je disais tout à l'heure, si on est en France, on ne peut pas avoir la même stratégie que si on est une entreprise globale. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire aussi, alors qu'on est à moins d'un mois du G20 qui va réunir les 20 principaux pays dans le monde, hommes politiques, est-ce que ça veut dire que les entreprises, quelque part, et les hommes politiques sont aussi en train de s'écarter, qu'une entreprise, les politiques peuvent décider sur des problèmes de réglementation, mais que maintenant c'est complètement déconnecté l'un de l'autre, et que le monde économique vit sa vie un peu comme dans les films de science-fiction, vous avez justement des compagnies qui sont totalement déconnectées de la dimension ou de l'obéissance politique, on va dire. Non, je pense qu'on le voit dans tous les secteurs. On ne peut pas avoir cette déconnexion. Dans le secteur de la finance, avec toutes les problématiques de la réglementation, on voit bien que ce n'est pas déconnecté. C'est intimement lié avec tout ce qui se passe dans les banques, avec les nouveaux ratios, BAL 3 et autres. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est connecté. Et je crois qu'il faut que tous ces mondes arrivent à travailler ensemble si on veut effectivement trouver des solutions pour sortir mieux de la crise que ce que l'on fait aujourd'hui. Elles ont encore besoin d'un système politique, les entreprises. Quand on est aussi bien, par mon expression, dans une dictature comme la Birmanie, un pays émergent comme le Brésil, des démocraties abouties comme en Europe de l'Ouest. Mais je crois qu'une entreprise ne travaille pas en dehors d'un contexte et d'un environnement et de son écosystème. L'environnement politique fait partie de l'écosystème des entreprises. On doit absolument travailler dans ces environnements-là, oui. Et travailler ensemble. L'année 2011, vous la voyez comment, d'un mot, puisque vous êtes encore une fois au cœur des entreprises. Vous êtes en amont, donc s'ils sont confiants, ils vous commandent des contrats. S'ils ne sont pas confiants, ils gèlent un peu, non? Oui. L'ambiance, c'est quoi? Bien sûr, on est soumis aussi aux fluctuations de l'environnement et de la crise. Et la santé de nos clients, c'est aussi notre santé à un instant T, avec des effets retards. Plutôt bien en 2011. Donc notre président, j'allais dire ancien Bill Green a annoncé une croissance pour l'année prochaine, en tout cas une estimation de croissance entre 7 et 10%, je crois. Je ne crois pas, j'en suis sûr, à l'occasion de l'annonce de nos résultats annuels. Donc je pense qu'on devrait effectivement avoir une année 2011 qui se passe dans de bonnes conditions. Alors on va parler d'attractivité, si vous le voulez bien. La grève, la pénurie de carburant et les tensions sociales en France ont, comme d'habitude, fait les délices d'une partie de la presse étrangère qui a montré à l'envi affrontements avec la police, voitures brûlées, pas de quoi donner envie, on sans doute de venir chez nous. Alors, nos râleries à répétition peuvent-elles peser sur l'attractivité de la France? C'est ce que vous évoquez, Sabine de Langlade, des Échos. Le point avec Cécile Sixou, et on en parle avec notre invité. Avec sa 5e place mondiale, le marché français occupe une position de choix. Compétitivité et dynamisme du pays étant des critères primordiaux pour les investisseurs. L'attractivité de la France se perçoit également à l'aune de ses performances. Main-d'œuvre qualifiée et productive, mais aussi niveau de recherche et d'innovation sont devenus essentiels pour s'implanter dans un pays. Déterminante aussi l'offre d'infrastructures. Grâce à des transports d'une grande performance, la France fait bonne figure dans ce domaine. Et son atout majeur reste la qualité du niveau de vie, puisqu'elle occupe dans ce secteur le premier rang mondial. Enfin, nouvel avantage pour les entreprises étrangères, la croissance verte et sa capacité à s'adapter aux énergies renouvelables. Seulement voilà, la France garde une place de mauvais élève en matière de fiscalité, même si des efforts ont été fournis pour permettre aux entreprises de s'implanter à des coûts plus avantageux. Son plus gros point noir restant sa machine administrative et réglementaire encore trop contraignante. Si jusque-là la France parvenait à séduire des entreprises étrangères, les grèves et manifestations à répétition pourraient écorner son image. Sabine de Langlade, aux Échos, vous rencontrez énormément de chefs d'entreprise, on s'en doute. Est-ce que, allez, sans langue de bois, est-ce qu'ils vous disent, la France, c'est bien ce que j'aime, mais j'ajouterai pas une ligne de production de plus ou je mettrai pas un copec de plus à investir ici et que je préfère aller ailleurs? Oui, Gérard, pour dire le moins, on sent une certaine lassitude. Ce n'est pas la première fois que la France se distingue par ses grèves et ses mouvements sociaux, mais là, est-ce
est-ce que c'est le coup de trop? Donc, monsieur, vous-même, est-ce que vous pouvez évaluer l'effet de ces mouvements sur l'attrait des entreprises sur notre pays? Écoutez, il y a effectivement un impact qui est d'abord un impact médiatique, un impact dans le ressenti. Maintenant, après, moi, quand je regarde dans le concret, moi, l'attractivité telle que je l'aperçois du site, j'allais dire, du site France, elle reste toujours relativement forte parce que, on le disait dans le reportage, les infrastructures, parce que la formation, on a quand même des ingénieurs de très haut niveau, des cadres de très haut niveau, parce que la position géographique, parce que quand même la stabilité politique, les grandes entreprises françaises qui ont quand même des fleurons au niveau mondial, ça reste de l'attractivité. Les hommes, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Nanterme qui vient d'être nommé patron du groupe au niveau mondial, d'une entreprise mondiale. On aurait pu parler de Léo Apothécaire. Alors, il est franco-allemand, mais du groupe HP il y a très peu de temps. Donc il y a une montée en puissance et l'attractivité, elle est toujours là. Alors c'est vrai, oui, moi je ne minimise pas les aspects de fiscalité, les aspects de grève qui à la fois énerve et amuse, énerve plus quand même aujourd'hui ces grands groupes en disant en France c'est quand même toujours un peu la même chose. Mais l'attractivité elle est encore là, je quand pense. vous présentez, pardon Sabine, mais quand vous présentez un projet, par exemple, à un de vos clients en disant vous avez deux possibilités, tel pays puis la France, est-ce que vous avez droit à la petite remarque la France? Oui, on peut avoir la remarque sur les aspects un peu sociaux de la France, c'est clair, et puis sur le poids de la fiscalité sur le travail, oui, par rapport à d'autres pays, c'est certain. Est-ce que le coût du travail est vraiment un élément clé pour la compétitivité? Bien sûr, le coût du travail est un élément clé pour la compétitivité, oui. Alors à nous derrière de savoir comment arriver à diminuer cet impact, à être plus productif, plus créatif, plus innovant, plus internationaux aussi, et c'est ça qui est important. Parce que vous évoquez aussi la formation, mais pourtant, on voit toujours que les universités et les écoles françaises sont finalement toujours mal classées dans les classements internationaux. Oui, le fameux classement de Shanghai. Oui, mais parce que relativiser, c'est le classement de Shanghai. Voilà, il faut relativiser. Il y en a d'autres. Ce sont des critères très anglo-saxons. Absolument. Le classement de Shanghai, quand même. Il faut relativiser, mais je pense que les hommes et les femmes qui sortent de ces grandes écoles sont effectivement très bien formés, très bien armés et de mieux en mieux. Et si elles sont de plus en plus internationales, ces personnes, et si elles arrivent à exporter un peu ce savoir-faire avec un peu moins d'arrogance, mais c'est le parcours de Pierre, puisque vous m'avez lancé dessus, Pierre, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est sorti d'une grande école, qui a une connaissance du groupe, qui a été fidèle à un groupe, et puis qui a su comprendre la problématique anglo-saxonne, qui a su comprendre ses raisonnements et qui a su travailler avec eux, et ça donne quelque chose d'hyper performant. On apparaît toujours arrogant aux yeux des étrangers. Oui, toujours un petit peu, mais justement, c'est à nous de travailler dessus, c'est à nous à présenter nos arguments et à se fondre dans cette culture, comprendre l'apport de cette culture un peu anglo-saxonne à base plus de process que la nôtre. Parfois on est un peu plus intuitif, mais quand on arrive à travailler ensemble en mariant ces deux cultures, ça donne quelque chose d'hyper performant. Mais sur l'attractivité, quand il s'agit d'investir en Europe, il semble que les pays émergents préfèrent d'autres pays européens que la France. Oui. Il y a une étude qui a montré par exemple que 44% des projets chinois allaient en Allemagne et 9% en France. Oui, c'est la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Oui, la Grande-Bretagne. Alors moi, j'ai vu aussi qu'on avait une autre étude disait que la France restait parmi quand même les investissements forts. Alors après, on prend la Chine, il y a d'autres pays qui investissent. On n'a pas moins de projets d'investissement aujourd'hui en France que dans d'autres pays. En tout cas, c'est ce que j'avais vu sur 2009. Sauf que c'est le géant qui préfère aller en Allemagne que chez nous. À nous de mettre en avant, les avantages de la France et puis de gommer, de travailler sur nos points de faiblesse qui sont là et qui existent et que l'on connaît. Le crédit impôt recherche est un élément important. Le crédit impôt recherche a été un très très bon vecteur de santé des entreprises françaises et aussi de promotion de la France. Oui. Il faudrait arriver à conserver. Est-ce que les cerveaux d'Accenture ont d'autres idées que le crédit impôt recherche pour attirer les investissements en France? C'est bien. Pour attirer les investissements en France, je crois que c'est avant tout promouvoir la France sans faire trop de complexes et en essayant d'être proactif et de comprendre les autres. Moi, je crois que c'est ça. Effectivement, on nous critique d'un côté sur certains aspects de notre culture, de notre façon de fonctionner, mais d'un autre côté, on fascine aussi dans les yeux des Américains, des Anglo-Saxons, des pays émergents. La France fascine toujours.
Mais encore une fois, je gomme pas les faiblesses. Moi, je me bats tous les jours aussi sur les coûts, le coût du travail, sur toutes ces problématiques qu'on voit en ce moment. Mais il faut faire l'effort de travailler, de comprendre la problématique dans un monde global. Moi, je crois que c'est surtout ça le point. Là, on parlait de formation, etc. Est-ce qu'on a beaucoup parlé des jeunes aussi? Enfin, ils ont en tout cas fait beaucoup parler d'eux. Est-ce qu'ils ont des raisons d'être inquiets? Est-ce que vous-même, par exemple, vous faites quoi pour les accueillir? Est-ce que vous, dans votre recrutement, vous respectez une certaine diversité? Ou est-ce que vous recrutez uniquement les écoles de commerce et d'ingénieurs de la région parisienne de préférence? Alors, est-ce que les jeunes ont du souci? Bah oui, le taux de chômage des jeunes aujourd'hui, c'est 21%, je crois, en France, alors que le taux de chômage, c'est 10%. Donc, ils sont plus touchés que les autres. Donc, oui, ils ont effectivement des raisons d'être inquiets par rapport à leur avenir et par rapport à leur avenir court terme. Nous, chez Accenture, c'est très simple. Moi, je recrute à peu près sur la France entre 1200 et 1500 personnes par an. Y compris l'année prochaine, vous allez recruter Absolument, oui. On a diminué un peu les années passées, mais on repart sur les recrutements cette année. Donc ça veut dire que ça va mieux, que vous allez recruter oui, bien sûr. Surtout des jeunes diplômés? On recrute des jeunes diplômés, des expérimentés, mais c'est à peu près 70% de jeunes diplômés pour 30% d'expérimentés. Donc véritablement, on offre aussi des stages. Nous, on offre 250 à 300 stages par an dans notre entreprise, et 70% d'entre eux en général sont recrutés à la sortie. Donc on est un acteur fort sur ce plan-là. Mais pour aller dans votre question, oui, sur la diversité, on est extrêmement vigilant. Diversité à la fois des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, universités, puisque moi j'ai pris un engagement de recruter dans le cadre du plan banlieue aussi, donc on travaille avec les universités dans ce domaine-là. On est très actif sur le plan de la promotion aussi et de la formation professionnelle à l'intérieur de nos entreprises, donc on est hyper actif dans ce domaine. Alors, on va continuer à parler, bien sûr, de formation, de solidarité, puisque récemment, à votre initiative, plusieurs grands patrons, on va citer Françoise Green-Manpower, Philippe Carly du groupe Amaury ou Jean-Pierre Clamadieu de Rhodia, ces patrons ont signé un manifeste, oui, Martin, tout à fait, pour promouvoir donc l'empreinte sociale des entreprises. Alors, pour faire court, il s'agit d'inscrire plus que jamais l'entreprise dans une logique de long terme et remettre l'homme au cœur de ses valeurs. Alors, qu'en pensent les salariés? Florilège de commentaires syndicaux recueillis par Flora Sauvage. Et puis on en parle avec un grand connaisseur de ce monde-là, Jean Caspar, l'un des anciens patrons de la CFDT. Vous allez voir que les anciens collègues de M. Caspar, M. Nibourel, sont un peu dubitatifs, on regarde. C'est le nouveau concept à la mode, la responsabilité sociale des entreprises. L'objectif est de mieux prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Pour les syndicats, cette nouvelle approche est une bonne chose, même si elle paraît un brin utopiste. C'est quelque chose qui peut être effectivement positif sur le papier. Maintenant, entre le discours de chefs d'entreprise et particulièrement de grands groupes au niveau national ou au niveau même international et la réalité dans les faits, c'est-à-dire dans ces entreprises, éventuellement dans leurs filiales ou dans les sous-traitants, on voit qu'on en est très loin. Même discours à la CGT où l'on aimerait pouvoir y croire. On a beaucoup de paroles, on a beaucoup d'affichage, de communication. Or, dans les actes, et là on a beaucoup de propositions dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, dans les actes, malheureusement, on en est loin. De grandes écoles de management ont intégré le concept d'empreinte sociale des entreprises. Cette approche pourrait devenir le nouvel outil de performance pour que rentabilité rime désormais avec responsabilité. Alors Jean Caspar, il était temps que les entreprises s'y mettent, ou est-ce que c'est une espèce de tentative un peu récurrente mais dont la mayonnaise ne prend pas? Non, je pense que c'est une nécessité à la fois pour les entreprises et pour la société, parce qu'en définitive, il ne peut pas y avoir de développement durable, donc d'intérêt durable au développement économique de nos sociétés, s'il n'y a pas une prise en compte de la responsabilité sociale des entreprises. Je dirais que c'est de leur intérêt, dans la mesure où effectivement, quand on réfléchit bien, une entreprise, bien sûr c'est des capitaux, bien sûr c'est un système d'organisation, bien sûr c'est un système juridique, mais c'est aussi des hommes et des femmes. Et que donc si on veut réussir, si on veut être performant, il faut rechercher l'implication des hommes et des femmes. Et donc la notion de responsabilité sociale des entreprises est à la fois la prise de conscience de la nécessité de mieux réfléchir sur leur responsabilité interne, mais aussi sur la responsabilité externe. Parce que l'entreprise, forcément, a un impact sur son environnement à la fois spatial et sociétal dans lequel elle se développe. Christian Nibourel, est-ce que vous...
comment concrètement se traduit l'empreinte sociale des entreprises? Je vois bien pour le carbone, comment on le capture, machin, même si je ne comprends pas toutes les normes physiques, je vois bien combien ça coûte, etc. Là, ça se passe comment? Écoutez, l'empreinte sociale, si j'essaye de faire une définition, ça serait plutôt dire c'est l'impact des politiques de l'entreprise sur ses employés, sur son écosystème direct, c'est-à-dire ses sous-traitants, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et puis sur la société. Donc ça me paraît à la fois au niveau interne et au niveau externe. Donc une entreprise, elle peut se caractériser en fait par 3 empreintes. Une empreinte économique, on voit ce que c'est, une empreinte environnementale, une empreinte effectivement sociale. Et c'est la synergie de ces 3 empreintes qui fait la performance de l'entreprise. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Quand j'entendais tout à l'heure le syndicaliste dire oui, tout ça c'est des mots, c'est des discours, ça ne se passe pas dans les faits, c'est du gadget. Non, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf du gadget. Les patrons d'entreprise travaillent sur ces sujets-là. Moi, j'ai réuni ce groupe qui travaille sur ces sujets-là, qui sont des gens absolument sincères et déterminés et qui travaillent sur ces sujets. Alors, l'empreinte sociale, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le travail sur ses employés, donc ça peut aller du travail à domicile, ça peut aller sur l'employabilité. On disait qu'on ne peut peut-être plus garantir l'emploi à vie dans nos entreprises. Par contre, nous, on se doit de garantir l'employabilité de nos employés. Et ça me paraît extrêmement important. C'est tout ce qu'on fait en termes de mécénat de compétences, c'est tout ce qu'on fait en termes de politique de handicap, c'est tout ce qu'on fait en termes de santé au travail, et depuis des années. Donc je crois que c'est un phénomène de fond. C'est en effet un phénomène de fond, mais les entreprises ne doivent pas sous-estimer le fait qu'elles ont un travail formidable à faire pour transmettre cette conception à tous les niveaux de l'entreprise. Il y a indiscutablement une prise de conscience des entreprises, et je parle souvent essentiellement au top management, sur tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociale des entreprises, mais alors on n'en tire pas toujours les conséquences en termes de management. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de management, y compris pour les managers de proximité? Oui, ce qu'on appelle le management intermédiaire, un peu. Voilà, qui est fondamental qui a été négligé d'ailleurs très longtemps. Et puis d'autre part, il faut aussi que nous réfléchissions. D'ailleurs, on est en train d'engager cette réflexion dans l'Observatoire social international où j'assume la vice-présidence. Quels sont les enseignements que nous tirons du concept de responsabilité sociale en termes de gouvernance des entreprises? Parce que ça doit également avoir des conséquences sur la gouvernance des entreprises, sur la composition des instances de décision, sur la façon dont les partenaires sociaux sont associés. Dans très peu d'entreprises, il y a un débat entre les directions d'entreprise et les organisations syndicales sur comment on met en œuvre concrètement cette notion de responsabilité sociale d'entreprise. Vous voyez, je crois qu'il y a un effort de traduction du concept dans la gestion concrète des entreprises qui me paraît aujourd'hui tout à fait fondamental et aujourd'hui insuffisante. Oui, je partage votre point. Nous-mêmes, à l'intérieur d'Accenture, c'est le travail qu'on essaye de faire et que l'on fait au quotidien. Moi, je signe non seulement des accords avec l'ensemble des organisations syndicales, mais on essaye de trouver les moyens, effectivement, de diffuser ça à l'ensemble de l'entreprise. Je crois que ce qui est important, c'est pas tellement le résultat court terme de ce que l'on a, mais c'est la perspective que l'on se donne et c'est surtout la progression que l'on doit observer année après année sur l'ensemble du spectre de ce que l'on essaye de traiter. Comment vous allez faire? Parce qu'en septembre, il y a un mois à peine, vous êtes engagé, je pèse bien les mots, à développer d'ici 2015 les compétences de 250 000 personnes à travers le monde pour les aider à trouver un emploi ou à créer leur entreprise. D'abord, ça va vous coûter combien cette affaire? C'est un investissement de 100 millions de dollars. C'est un investissement de 100 millions de dollars au niveau mondial. 2015, c'est demain, c'est dans 3 ans. Oui, mais vous y croyez moi j'y crois, si vous m'interrogez. J'y crois. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une annonce mondiale, c'est pas une annonce française. Donc moi je vais participer bien entendu en France à cet effort. Mais c'est pas quelque chose qu'on a annoncé un matin parce que c'était l'air du temps. C'est parce que ça fait quand même 10-15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Moi-même, en France, nous on a monté par exemple avec une ONG, une école à Phnom Penh pour former des jeunes issus de milieux hyper défavorisés au métier de l'informatique et à les aider à trouver, on sort 300 personnes par an. On va s'appuyer sur toutes ces expériences, sur les ONG pour arriver à faire ça. Mais c'est une volonté. Et ça, c'est de l'empreinte sociale que j'appelle de l'empreinte sociale positive. Donc on ne travaille pas sur nos employés, on travaille sur l'externalité.
Jean Caspar. Oui, moi je voudrais simplement faire 2 remarques. La première, j'ai beaucoup apprécié quand vous avez rectifié en disant investissement, le social vu comme un investissement. Je crois qu'on a effectivement un effort vraiment de concept à faire dans notre pays pour que le social ne soit pas simplement vu comme un coût, mais comme un investissement absolument utile à l'entreprise. Déjà, il faut arrêter de parler d'État-providence dans voilà. ces cas-là. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on a quand même, pardonnez-moi le terme, à faire une révolution culturelle, qui est de considérer le social comme un élément stratégique pour l'entreprise. Or, mais attendez, j'interviens dans de nombreuses entreprises, vous aussi. Bon, d'accord, je constate qu'aujourd'hui, dans combien de comités de direction, par exemple, un exemple concret, dans combien de comités de direction, on a débattu vraiment de quelle stratégie sociale nous voulons construire pour les 3 prochaines années. Comment sortir de stratégies de confrontation pour passer à des stratégies de coopération? Je voudrais savoir, autre exemple, dans combien d'entreprises, de comités de direction, on s'est saisi du rapport sur le bien-être au travail de Lachman et puis de Mme Pénicaud pour essayer de dire comment concrètement on peut faire de ce rapport un objet de débat avec nos représentants syndicaux, comment on peut faire un objet de débat dans une réunion de comité d'entreprise, au CHSCT, etc. Eh bien, pardonnez-moi, mais jusqu'à présent, les entreprises qui le font sont encore très minoritaires. Monsieur Nibourel, par ailleurs, vous allez répondre à Jean Caspar, mais par ailleurs, on s'est rendu compte que le rôle du directeur des ressources humaines, le fameux DRH, au fil des années, enfin moi je suis la presse économique quand même depuis quelques dizaines d'années, avant il était vraiment très proche du président, il s'en est écarté pour devenir un peu, sauf dans quelques très grands groupes, mais pour devenir un peu une espèce de conseil juridique pour essayer d'atténuer les plans sociaux ou autres fermetures d'usines, non? Oui, moi, le rôle a un peu diminué, j'ai l'impression. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ma conviction, c'est qu'il faut qu'il soit proche, effectivement, du président et travailler ensemble. Et le capital humain, le capital social, c'est clé dans l'entreprise. C'est pour ça que nous, dans le groupe que l'on a, on réfléchit sur l'empreinte sociale en disant c'est une synergie avec les 2 autres empreintes indispensable. Et à la limite, même si j'étais cynique, je pourrais dire, de toute façon, pour moi, je suis obligé de le faire. Pourquoi? Parce que c'est la performance de l'entreprise. Après, quand vous citez un point, moi je suis d'accord avec vous, oui, il faut effectivement discuter avec les organisations syndicales. Et nous, on a signé un accord à l'unanimité, qui est un accord de méthode pour travailler sur les problèmes de santé au travail. Donc c'est possible, mais c'est possible dans la mesure où on a travaillé avant et très en amont. C'est-à-dire que nous, on a travaillé sur la santé au travail, pas depuis qu'on nous impose et cette espèce de règles de négociation obligatoire en silo, je m'élève en contre ça, parce que je pense que ça c'est contre-performant et ça va à l'encontre du dialogue social. Bon, par contre, si on prend le problème dans sa globalité et si on accepte le fait qu'une empreinte sociale, on doit être positif et on doit progresser, alors à ce moment-là, on arrive à avoir des discussions avec les syndicats sur ce niveau-là. Très vite. Oui, très vite. Non, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises indiscutablement qui font des efforts, mais quand j'observe dans la majorité des entreprises aujourd'hui, le dialogue social, c'est l'application du SMJ, service minimum juridique. On applique la loi. Les délégués du personnel, il faut les réunir une fois par mois, on les réunit. Il faut les écouter, on les écoute et on répond. Les réunions du CE, il faut les réunir une fois par mois, on les réunit une fois par mois. Mais très rares sont les entreprises qui se disent, mais attendez, on pourrait peut-être changer un peu nos méthodes de travail, on pourrait peut-être essayer de sortir du simple service minimum juridique. Et moi, ce qui m'époustoufle aujourd'hui, c'est le poids des juristes dans les entreprises qui déterminent la nature du dialogue social. Or, je m'excuse, c'est pas aux juristes de déterminer le dialogue social. Le dialogue social, c'est une dynamique qui se construit avec des acteurs. D'un mot, Christian Nibourel. Oui, non, mais peut-être. Mais le poids des juristes à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi le poids des juristes à l'extérieur de l'entreprise. Pourquoi on met des juristes à l'intérieur de l'entreprise? C'est parce qu'à l'extérieur de l'entreprise, il y a une professionnalisation. Attention, c'est un équilibre. Jouons sur cet équilibre. On va essayer de trouver les équilibres. On vous réinvitera pour en discuter. Christian Nibourel, merci. Jean Caspar, merci. Vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude sur www.publicsénat.fr. Soyez bien sur Public Sénat. Terrain politique poursuit son tour de France. C'est Jean-Pierre Raffarin qui répondra aux questions de Gilles Leclerc sur les grands dossiers nationaux et régionaux. Terrain politique avec Jean-Pierre Raffarin à Chasseneuil-du-Poitou, c'est samedi à 23h45 sur Public Sénat.